Je m'appelle Claire Duval, j'ai 60 ans cette année, et pourtant, il y a des jours où je me réveille encore avec la sensation d'être cette jeune fille de 19 ans, vêtue d'une robe rouge trop chère pour son petit salaire, espérant qu'un garçon qu'elle aime la remarque au bal de printemps. C'était il y a 41 ans, Bordeaux, mai 1983. J'étais encore étudiante en lettres classiques, timide, discrète, toujours plongée dans les livres de Racine ou d'Apollinaire. Je travaillais à mi-temps comme assistante bibliothécaire à la médiathèque municipale pour financer mes études. Ma mère, veuve et couturière de quartier, faisait ce qu'elle pouvait, mais le peu que nous avions suffisait tout juste pour vivre. Ce que j'avais, je le gagnais, et je savais que chaque chose belle dans ma vie, je devrais l'arracher au silence ou à la chance. La première fois que j'ai vu Étienne, c'était à la bibliothèque. Il n'était pas comme les autres garçons. Élégant, les cheveux sombres toujours bien coiffés, un sourire à demi effacé, presque ironique, mais jamais cruel. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Je l'observais de loin, jamais assez courageuse pour l'aborder. Il venait souvent lire les journaux, surtout Le Monde et Libé, ou des romans d'auteurs russes, comme Dostoïevski. Je me souviens encore de la façon dont il feuilletait les pages, lentement, avec une concentration presque religieuse. C'était un garçon qui donnait l'impression d'être de passage, comme s'il allait partir à tout moment vers quelque chose de plus vaste, plus lumineux. Puis, il y a eu cette affiche épinglée dans le couloir de la faculté bal annuelle du printemps samedi 14 mai, église Saint-Michel. Je n'étais pas du genre à aller à ce genre d'événement, trop de monde, trop de bruit, trop d'attente, mais j'avais entendu qu'Étienne y serait, et ça a suffi. J'ai travaillé 2 semaines supplémentaires à la bibliothèque, faisant les inventaires du soir, les retours tardifs, pour pouvoir m'offrir une robe rouge. Pas parce que c'était ma couleur préférée, je préférais le bleu nuit, mais parce qu'un jour, j'avais lu que les femmes sûres d'elles portaient du rouge. Je voulais que, pour une fois, quelqu'un me voie comme une femme, pas comme une fille sage à lunettes derrière un comptoir. Le jour du bal, je suis arrivée trop tôt. Mon cœur battait trop fort. J'ai attendu à l'entrée pendant presque 40 minutes, faisant semblant de consulter ma montre, de parler à des connaissances, alors que mes yeux ne faisaient que chercher un visage. Son visage. Et puis, il est arrivé, Étienne. Il portait une chemise blanche, un pantalon noir simple, pas de costume, pas de cravate, mais il irradiait. Quand nos regards se sont croisés, mon estomac s'est noué. Il m'a reconnue. Il est venu vers moi, comme dans un rêve, et m'a tendu la main. Il m'a dit « Tu veux danser ?» Je crois que j'ai dit oui, ou peut-être que j'ai simplement hoché la tête. Mais j'ai senti sa main prendre la mienne, et tout le reste s'est effacé. Nous avons dansé, 3 chansons, puis 5, puis 10. C'était irréel. Il me parlait de poésie, de cinéma italien, de sa passion pour le vélo. Il m'a même demandé ce que je lisais en ce moment. Je lui ai répondu Andromaque. Il m'a souri et a murmuré « Tragique, mais magnifique. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. » Puis l'orchestre a lancé les premières notes de la dernière valse. Il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai senti qu'il allait dire quelque chose. Mais au lieu de ça, il a lâché ma main, il a tourné les talons et il est parti, sans un mot, sans explication, sans adieu. Je suis restée plantée au milieu de la salle, ma main suspendue dans le vide, la robe rouge comme une erreur criarde dans une pièce devenue soudain muette. Je me suis sentie ridicule, sale, abandonnée. Je suis rentrée seule à pied cette nuit-là. Les talons me faisaient mal, la robe me grattait la peau, le vent faisait voler mes cheveux, et je pleurais, pas parce qu'il m'avait quittée, mais parce que je m'étais laissé croire, pendant un instant, que j'étais quelqu'un qu'on pouvait aimer. Le lendemain, j'ai attendu un message, un mot, une explication, rien. Et les jours suivants, j'ai appris par d'autres qu'Étienne avait quitté la ville, parti à Paris, peut-être à Lyon, personne ne savait vraiment. Il s'était volatilisé. Il m'avait laissé avec une robe rouge et une absence. Et 1 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai élevé Élise seule, sans jamais parler de son père. À mes proches, j'ai raconté qu'il était un étudiant de passage, trop jeune, trop instable, que nous n'avions partagé qu'un instant, qu'il était parti sans laisser de traces.
Ce n'était pas totalement faux, mais ce n'était pas toute la vérité. Élise n'a jamais insisté. Elle voyait bien que cette question, quand elle surgissait, m'effaçait le sourire pendant des heures. Alors elle a grandi, forte et silencieuse, avec ce vide en elle qu'elle ne m'a jamais vraiment montré. Elle a toujours été plus mûre que son âge. Peut-être parce qu'elle a appris, très tôt, que certaines absences font partie du décor, qu'on n'a pas toujours les réponses qu'on mérite. Le temps est passé, je suis devenue professeure de yoga presque par accident. Une amie m'a offert un abonnement pour mes 40 ans. J'ai découvert que ça m'apaisait, que ça me redonnait un corps, une respiration, une présence. Et puis, un jour, je me suis dit pourquoi ne pas transmettre ça aux autres. Alors j'ai quitté la médiathèque, j'ai ouvert un petit studio à Montmartre, pas grand-chose. Une pièce claire avec parquet, une dizaine de tapis, une baie vitrée qui donne sur la rue tranquille. C'est là que j'ai passé mes dernières années, en paix, du moins, je le croyais. C'était un mardi matin de mai. Il faisait doux, l'odeur du chèvrefeuille venait de la fenêtre. Je venais de finir une séance avec 3 élèves âgés. On a ri, on a parlé d'arthrose et de souvenirs d'enfance. Puis, comme toujours, j'ai enfilé mon gilet en coton gris et je me suis dirigée vers la sortie. C'est là que Jade, mon assistante, m'a tendu une enveloppe. Quelqu'un l'a glissée sous la porte pendant la séance. M'a-t-elle dit « blanche, sans adresse, sans timbre ». J'ai pensé à une publicité, une facture, une erreur. Mais quand j'ai senti le léger poids à l'intérieur, mon cœur s'est tendu. Je l'ai ouverte là, debout dans l'entrée, à moitié dans la lumière, à moitié dans l'ombre. À l'intérieur, une photographie, petite, noir et blanc, granuleuse, mais immédiatement reconnaissable. C'était nous. Moi, en robe rouge. Étienne, chemise blanche. Un instant figé dans le mouvement d'une valse. Je m'étais presque convaincue que cette nuit-là n'avait été qu'un rêve, ou pire, une invention de ma mémoire. Mais cette photo, c'était la preuve que tout avait bien eu lieu et que quelqu'un d'autre s'en souvenait. Je retournai la photo, les mains tremblantes, derrière, une écriture hésitante, fine, 4 mots. Je te dois une danse. Je n'ai pas respiré pendant plusieurs secondes. Je me suis appuyée contre le mur, les jambes molles. Les élèves bavardaient encore dans la pièce. Jade me regardait sans comprendre. Je lui ai dit que j'avais besoin d'air. Je suis sortie, comme portée par un souffle invisible. Mon corps avançait sans moi. Et c'est là que je l'ai vu. De l'autre côté de la rue, sous le vieux réverbère, un peu penché, près de la vitrine de la boulangerie fermée le mardi, un homme, grand, les épaules affaissées par le poids des années, les cheveux gris, un sac en cuir usé à la main et des yeux. Ses yeux. Je n'ai pas pu bouger. Il m'a vu. Il n'a pas souri. Il n'a pas pleuré. Il a juste hoché la tête. Comme s'il disait « Oui, c'est bien moi ». Tout mon être a vacillé. Une bourrasque de souvenirs, de douleurs refoulées, de questions étouffées. Je voulais fuir, je voulais crier, mais mes jambes ne bougeaient pas. Il s'est avancé, lentement, comme si chaque pas était un effort. Arrivé à 1 mètre de moi, il s'est arrêté. J'ai murmuré, presque sans voix, Étienne. Il a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts. Claire, a-t-il dit, juste mon nom, mais dans sa bouche, c'était un écho d'une autre vie. Je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis entendu dire pourquoi maintenant. Il a mis du temps à répondre, puis il a sorti de sa poche une petite boîte métallique. Il l'a ouverte. À l'intérieur, une vieille montre cassée, un billet de train jauni et un ruban rouge. « Parce que j'ai bientôt fini », a-t-il dit, et parce qu'il me reste une seule chose à faire avant de partir. Je suis restée là, muette. Il m'a tendu un papier, une adresse, un café, juste au coin. Je t'y attends, pas pour longtemps. Tu peux choisir de ne pas venir. Puis il est parti. Je suis restée debout pendant longtemps, le ruban rouge dans la boîte. C'était celui de ma robe, celui qui avait glissé au sol, cette fameuse nuit. Alors qu'il me quittait, je pensais avoir tout oublié. Mais en cet instant, je compris une chose. Le passé ne disparaît pas. Il attend, il se glisse dans une enveloppe, il vous fixe sous un lampadaire, et il murmure « Je suis encore là ». Je suis restée sur le trottoir une dizaine de minutes, sans bouger.
Les passants allaient et venaient autour de moi, comme si j'étais invisible. Une femme a failli me bousculer avec sa poussette. Un homme m'a demandé son chemin, et moi, j'étais là, comme enfoncée dans un rêve qui revenait me hanter. Dans ma main, l'adresse, un simple nom griffonné, Café des Platanes, angle rue Caulaincourt. Je connaissais cet endroit, un petit bistrot calme, pas très fréquenté, avec des chaises en fer forgé peintes en vert et des napperons en dentelle sous les tasses. J'y allais parfois seule pour écrire ou lire. Je ne l'avais jamais associé à lui, jusqu'à ce jour. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais même pas si j'avais envie d'y aller. Mais mes jambes, elles ont avancé. En quelques minutes, j'étais devant la devanture du café. Il était là, assis à l'intérieur, près de la vitre. Il ne m'avait pas vue encore. Il regardait ses mains posées sur la table, comme s'il tentait de les convaincre de rester tranquilles. J'ai respiré, longuement, puis j'ai poussé la porte. Un léger tintement. Son regard s'est levé, nos yeux se sont croisés. Il s'est levé immédiatement, un peu trop vite. Sa chaise a raclé le sol. Il m'a fait un signe hésitant de la main, comme s'il me disait « Merci, merci d'être venu ». Je me suis approchée, lentement. Je me suis assise sans dire un mot. Il s'est rassis. Silence. « Le serveur est venu. Il m'a demandé ce que je voulais boire. » J'ai répondu, machinalement. « Un café noir. Étienne a commandé un thé vert. » Puis, plus rien. Les secondes s'étiraient, le bruit des cuillères, des conversations d'arrière-plan, le cliquetis d'un briquet à la table d'à côté. Tout semblait trop réel, trop simple, trop banal, alors que moi, j'étais en train de faire face à un fantôme de 40 ans. Il a parlé le premier. Merci d'être venu. Vraiment. Je n'ai pas répondu. Il a baissé les yeux. Je ne sais pas par où commencer. Je pourrais m'excuser, mais ça ne suffirait pas, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, tu crois? Il a hoché la tête. Non, ça ne suffirait pas. Je me suis redressée. J'ai posé les mains sur la table. Tu veux que je dise quoi, Étienne? Que je suis heureuse de te revoir, que je t'ai attendu. Je ne suis plus cette fille de 19 ans. J'ai vécu, j'ai pleuré, j'ai grandi sans toi. Il a fermé les yeux un instant. Je sais, et c'est précisément pour ça que je suis là. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps? Il a sorti quelque chose de son sac, un dossier, fin. Il l'a posé doucement devant moi. Je n'y ai pas touché. Je ne voulais pas. Il a murmuré. Je suis malade. Claire. Depuis 2 ans. Cancer du foie. Stade avancé. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je l'ai regardé. Stupéfaite. Il a continué. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je n'ai jamais refait ma vie. J'ai vécu comme un voyageur, d'un endroit à l'autre, d'un travail à un autre. Et puis un jour, je t'ai retrouvé, par hasard, sur Internet. Ton nom, ta photo, ton studio. Il a baissé la voix, et j'ai vu ta fille, Élise. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il a continué. J'ai compris tout de suite, son âge, son regard, sa façon de marcher. Claire, dis-moi la vérité, est-ce que c'est moi, son père? Je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais jamais prononcé cette phrase à haute voix, pas même devant moi-même. Alors je l'ai dit, pour la première fois, d'une voix calme, posée, douloureuse. Oui, tu es le père d'Élise. Il a fermé les yeux. Ses lèvres ont tremblé. Il n'a pas pleuré. Mais j'ai vu la mer monter derrière ses paupières. Je ne veux rien exiger, a-t-il dit. Je ne viens pas pour réparer. C'est trop tard pour ça. Je ne te demande pas pardon. Et je ne lui demanderai rien. Il a pris une respiration. Je veux juste la voir, une fois, la saluer avant de partir. Le serveur est revenu, a déposé les boissons. Je n'y ai pas touché. Je n'arrivais pas à bouger. Mon cœur battait dans mes tempes. Ma gorge était nouée. Je l'ai regardé longtemps, très longtemps. Et puis j'ai dit, ce n'est pas à moi de décider. Il a acquiescé. Je comprends. Je te laisse mon numéro. Si jamais. Il a griffonné les chiffres sur une serviette en papier, puis il s'est levé, a laissé quelques pièces sur la table et est parti. Sans me serrer la main, sans un mot de trop. Juste ça, merci d'avoir écouté. Je suis restée seule au café pendant encore 20 minutes. Je regardais la chaise vide. Je ne savais pas si je venais de rouvrir une blessure ou d'en refermer une.
Mais une chose était certaine, le passé venait de frapper à ma porte, et cette fois, il m'avait regardé droit dans les yeux. Je suis rentrée chez moi à pied ce jour-là. J'avais besoin d'air, d'espace, de silence. Paris semblait flou autour de moi. Les rues, les vitrines, les passants. Tout vibrait sans forme, comme si le monde continuait de tourner mais que j'étais tombée hors de son axe. Étienne était vivant, malade, et il voulait voir notre fille, la voir une seule fois, et puis quoi, mourir en paix? Je suis montée les 4 étages de mon immeuble sans prendre l'ascenseur. À chaque marche, une image revenait, sa voix, ses mains, la robe rouge, le bal, la chaise vide, et Élise. Quand j'ai ouvert la porte, la lumière du salon baignait la pièce dans une chaleur tranquille. Mon chat dormait en boule sur le canapé. Tout semblait calme. Mais en moi, c'était une tempête. Je suis restée debout dans l'entrée pendant de longues minutes, puis je suis allée chercher la boîte. Ma boîte. Celle où j'ai toujours gardé mes souvenirs que je ne voulais pas oublier, mais que je ne supportais pas de voir. Les échographies d'Élise, la photo du bal, le bracelet de naissance, une lettre jamais envoyée à Étienne, et le petit carnet noir. Dans ce carnet, j'avais écrit, au fil des années, tout ce que je n'ai jamais pu lui dire, ce qu'Élise faisait, ses premiers pas, ses premiers mots, ses crises de colère, ses rires, et les soirs de pluie où elle me demandait pourquoi j'ai pas de papa comme les autres. Je ne lui avais jamais menti, mais je ne lui avais jamais dit non plus. Je lui disais juste que son père était quelqu'un de très spécial, mais pas assez courageux pour rester. Je me suis assise au bord du lit et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai tapé Élise. Je suis restée là, à fixer l'écran, le cœur bloqué dans la gorge. Et j'ai appuyé sur appeler. Elle a décroché rapidement. Maman, ça va? Tu es encore au studio? Je n'ai pas su par où commencer. Élise, est-ce que tu peux venir dîner ce soir? J'ai quelque chose d'important à te dire. Elle a hésité, il se passe quelque chose? J'ai répondu doucement, oui. Quelque chose, d'ancien, mais qui revient. Elle est arrivée 2 heures plus tard, toujours ponctuelle, toujours élégante, une veste beige, des boucles fines aux oreilles, ses cheveux relevés en un chignon parfait. Elle a toujours été comme ça, solide, maîtrisée. Elle n'a jamais voulu qu'on la voie faible, comme moi à son âge. Elle a posé son sac sur la table, puis s'est assise face à moi dans la cuisine. Je lui ai préparé du thé. J'ai hésité, puis je me suis assise à mon tour. Élise, ce que je vais te dire va te paraître étrange, peut-être même injuste, mais j'ai attendu trop longtemps. Je ne peux plus me taire. Elle m'a regardée, sérieuse, c'est à propos de mon père. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Je l'ai regardée. Elle a murmuré. J'ai toujours su que tu me cachais quelque chose. Pas par malveillance, mais par protection. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je les ai laissées couler. Et j'ai dit, il est vivant. Il s'appelle Étienne. Il m'a abandonnée avant même de savoir que tu existais. Je ne lui ai jamais parlé depuis, jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas dit un mot, pas une larme, pas une grimace. Juste ce calme, cette solidité en elle, comme une mer profonde. Je lui ai raconté tout, le bal, la disparition, l'absence, et sa réapparition, la lettre, le cancer, le café. Elle a écouté jusqu'au bout, et puis, après un long silence, elle a dit « Est-ce qu'il veut me rencontrer ?» Oui, ai-je soufflé, une seule fois, avant la fin. Elle a baissé les yeux. J'ai attendu qu'elle parle. Elle a dit doucement « Tu sais, j'ai rêvé de lui des centaines de fois. Je l'ai imaginé militaire, pilote, écrivain, même agent secret. J'aurais préféré qu'il soit mort. Au moins ça, c'est définitif. » Je n'ai pas su quoi dire, mais elle a ajouté « Il m'a laissé un vide. Mais toi, tu as rempli ce vide, tous les jours, toute ma vie, et pour ça, je t'en suis reconnaissante. » Puis elle s'est levée. « Donne-moi son numéro. » J'ai hésité. « Tu es sûre ?» Elle a hoché la tête. « Je veux voir ses yeux, parce que il paraît que j'ai les siens. » Ce soir-là, après son départ, je suis restée seule dans la cuisine, le carnet noir ouvert devant moi. Je me suis dit que peut-être, ce n'était pas une erreur de le laisser revenir. Pas pour moi, mais pour elle.
Parce qu'un adieu vaut mieux qu'un silence éternel. Et parce que, même après 40 ans, une fille mérite de connaître la vérité. Même si cette vérité arrive avec le vent de la fin. C'était le samedi suivant. Élise avait pris rendez-vous avec lui elle-même. Elle m'avait juste dit, on s'est donné rendez-vous dans un parc, pas de café, pas de lieu fermé, juste un endroit où l'on peut respirer. Je n'ai pas insisté, ce n'était pas mon moment, c'était le leur. Mais j'ai attendu. Je suis restée toute la matinée chez moi, à marcher dans le salon comme un animal en cage. Mon cœur tapait à chaque vibration de mon téléphone, mais rien, aucun message, pas de nouvelles. Je m'étais promis de ne pas l'appeler. C'était à elle de venir à moi quand elle serait prête. L'après-midi a glissé lentement. Vers 17 heures, enfin, le message est arrivé. Simple, court, 3 mots. On a parlé. J'ai posé le téléphone, je suis restée là, à le fixer. Elle est passée me voir le soir même, pas pour raconter tout en détail, pas encore, mais pour me regarder dans les yeux et dire « Tu avais raison, il est malade, mais ce n'est pas un monstre. » Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il ne m'a rien demandé, rien du tout. Il m'a juste dit « Je n'attends rien de toi, même pas ton pardon. » Elle s'est tue. Puis elle a ajouté « Et pourtant, c'est ça qui m'a touchée. » Les jours suivants, elle est retournée le voir. 2 fois, la première. Elle lui a apporté un dessin qu'elle avait fait à l'âge de 7 ans. Un portrait de famille imaginaire avec un papa au sourire flou. La deuxième, elle lui a lu un passage de son mémoire de médecine, celui qu'elle avait dédié à ma mère, la plus forte des femmes. Elle ne m'a pas dit si elle lui avait dit qu'il en faisait partie, même indirectement. Je n'ai pas osé demander Étienne, lui, m'envoyait parfois un message, toujours très court, une photo d'un banc vide, une citation d'Albert Camus, ou simplement merci. Je ne répondais pas parce que je ne voulais pas, mais parce qu'il n'y avait plus rien à ajouter. Tout ce qui devait être dit l'avait été. Le reste appartenait au silence. Puis un jour, il a demandé à me voir, une dernière fois. Il était déjà très affaibli. Sa voix tremblait, il avait maigri, mais ses yeux, toujours les mêmes. Nous nous sommes retrouvés au même café, celui des retrouvailles. Il était assis au même endroit, près de la vitre. Quand je suis entrée, il a souri faiblement. « Tu sais ce que je regrette le plus ?» Claire a-t-il dit. « Ce n'est pas de t'avoir laissé, c'est de ne pas avoir eu le courage d'expliquer. Parce que l'abandon, c'est une chose. Mais l'absence d'explication, c'est une condamnation. » J'ai pris une gorgée de thé, puis j'ai répondu. « Tu as condamné une fille à chercher un visage dans chaque homme qu'elle a croisé. Et tu m'as condamnée à devenir forte. Trop forte. Trop vite. » Il a hoché la tête. Je sais. Silence. Puis il a sorti de sa poche un petit paquet, un carré de tissu. Je l'ai ouvert. C'était le ruban rouge, celui qui avait glissé de ma robe, celui qu'il avait gardé. Je voulais le brûler une nuit, et je ne l'ai jamais fait, peut-être parce que, quelque part, j'espérais encore une dernière danse. Je ne l'ai pas touché, je l'ai regardé, et j'ai dit « Il n'y aura pas de danse. » Mais il y aura un adieu. Il a souri. C'est déjà plus que ce que je mérite. Quand il est mort, 3 semaines plus tard, Élise était là. Elle lui a tenu la main. Elle a mis sur sa table de nuit la photo du bal. Et un petit mot « Je ne t'attendais pas, mais tu es venu ». Il est parti au petit matin, le 12 juin, dans un hôpital public, sans bruit, sans drame. Il a été incinéré 3 jours plus tard. Pas de cérémonie. Il l'avait demandé lui-même. Mais il avait laissé une dernière lettre. Pour moi, elle disait simplement « Claire, si j'avais eu plus de courage, tu n'aurais pas eu à devenir héroïne. Si j'avais su qu'aimer, c'était rester même quand on tremble. Je serais restée. Merci pour Élise, merci pour ce que tu as porté seule. Je pars sans fierté, mais avec une forme de paix. Adieu, Étienne. J'ai lu la lettre une fois, puis 2, puis je l'ai rangée dans la boîte noire, avec le carnet, avec le ruban. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dansé seule dans le salon, sans robe rouge, mais avec le cœur un peu plus léger, parce qu'il était parti. Et moi, je restais avec ma fille, avec ma vie, et avec cette certitude, je n'attends plus rien, mais j'ai reçu ce qu'il fallait.
L'été est arrivé doucement cette année-là. Les jours ont commencé à rallonger, le soleil s'attardait sur les murs des immeubles, comme pour retenir le temps. Mais moi, je sentais autre chose, un espace vide, comme une chaise qui n'est plus à table, mais que personne n'ose retirer. Le jour où j'ai rangé le carnet noir une dernière fois, j'ai compris que ce chapitre était clos. Pas effacé, pas oublié, mais clos. Élise passait me voir plus souvent. Elle m'apportait des fleurs ou des pâtisseries. Elle restait pour le dîner, m'aidait à faire la vaisselle et parfois s'asseyait à côté de moi, en silence. Je ne lui posais pas de questions, elle non plus, mais je voyais dans ses gestes une tendresse nouvelle, un apaisement, comme si elle avait enfin rangé quelque chose en elle aussi, quelque chose qu'elle portait depuis l'enfance, quelque chose qui avait les traits d'un homme absent. Un soir, alors que nous étions sur le balcon, un verre de vin blanc à la main, elle a dit « Tu sais, maman, j'ai rêvé de lui, 2 fois. Dans le premier rêve, il me regardait danser quand j'étais petite. Dans le deuxième, il me regardait vieillir. Je n'ai rien dit, mais j'ai compris que ces rêves-là n'étaient pas des douleurs. C'étaient des adieux silencieux. Les semaines ont passé. Et avec elles, les derniers effets d'Étienne ont été remis à Élise. Une montre ancienne, un exemplaire de l'étranger avec des annotations au crayon et une enveloppe scellée. Pour moi, à l'intérieur, un seul objet. Un ticket de bal de 1983 jauni, usé, presque illisible, et, au dos, une phrase écrite de sa main. Je n'ai pas su danser ce soir-là, mais je t'ai toujours suivi du regard. Je l'ai relu plusieurs fois, et chaque fois, j'ai senti quelque chose se briser, pas en moi, mais autour de moi, une sorte de mur invisible, une défense, une armure, comme si je pouvais enfin poser les armes et respirer. L'automne est arrivé, et avec lui, la lumière dorée que j'aime tant. Je donnais toujours mes cours de yoga, mais quelque chose avait changé dans ma voix, dans mes gestes. Je souriais plus, je m'autorisais à parler de mon passé, pas en détail, mais je disais parfois j'ai aimé un homme. Il y a très longtemps, il est revenu et il est reparti, mais il a laissé derrière lui un peu de paix. Mes élèves ne posaient pas de questions, mais leur regard me disait qu'elles comprenaient. Un jour, alors que je faisais le ménage dans ma cave, je suis tombée sur un carton que je croyais disparu. À l'intérieur, des cassettes audio, vieilles, et parmi elles, une portant l'étiquette mai 1983. Bal Saint-Michel. Je ne savais pas comment, ni pourquoi, je l'avais gardée. Mais elle était là. J'ai emprunté un vieux lecteur cassette à une voisine. Et j'ai écouté. La qualité était mauvaise, le son crachotait, mais, au milieu du bruit, une chanson est apparue. La valse a mis le temps. Et puis, des voix, des rires, et pendant quelques secondes, un silence, puis une voix d'homme. « Claire, tu veux danser ?» Et ma réponse, si faible, mais présente, « Oui. » J'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de regret, mais parce que c'était là, parce que cette preuve infime me disait ce que j'ai vécu, a bien existé. Un dimanche matin, j'ai emmené Élise au studio, personne d'autre, juste elle et moi. Je lui ai mis la musique et je lui ai tendu la main. Elle a ri. « Tu veux danser ?» J'ai souri. « Non, je veux te montrer comment on se tient quand on ne veut pas tomber. » Et dans ce geste simple, dans cette transmission silencieuse, il y avait tout, le passé, la perte, le pardon et l'avenir. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais rêvé d'Étienne. Mais parfois, quand je regarde Élise rire, ou marcher dans la rue, ou simplement me serrer dans ses bras, je me dis que rien ne disparaît vraiment. Pas l'amour, pas les blessures, pas les danses interrompues. Tout reste là, en nous, transformé, adouci, silencieux, comme un ruban rouge oublié au fond d'une boîte, comme un nom qu'on n'a plus besoin de prononcer, comme une musique qu'on entend, même quand elle s'est arrêtée. C'était un matin de janvier. Le ciel était clair, froid, presque tranchant, mais dans mon cœur, quelque chose avait changé, pas comme un grand bouleversement, plutôt comme un rideau qu'on tire enfin pour laisser entrer la lumière. Je marchais lentement dans les rues de Montmartre. Comme je le fais souvent le dimanche, je prenais mon café dans le même bistrot. Je saluais les mêmes visages. Je regardais les vitrines que je connaissais par cœur. Mais ce jour-là,
Tout me semblait neuf, peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais plus personne. Il y avait en moi une paix que je ne savais même pas possible. J'ai décidé de changer la disposition du studio de yoga. J'ai enlevé les tapis trop usés, j'ai repeint un mur en blanc crème. Et surtout, j'ai accroché une photo. Pas celle du bal, pas celle d'Étienne, mais une photo d'Élise et moi, prise récemment, un jour d'automne. Nous étions assises sur un banc. Elle riait, moi aussi. Et entre nous, ce vide invisible qui avait toujours été là, avait disparu. Beaucoup de mes élèves m'ont demandé ce qu'il s'était passé. Je ne leur ai jamais tout raconté. Mais j'ai dit une chose. Parfois, on croit que ce qui nous manque, c'est une personne, alors qu'en vérité, ce qui nous manque, c'est une vérité non dite. Élise est partie vivre à Marseille quelques mois plus tard. Un nouveau poste, un nouveau départ. Elle m'appelle chaque semaine. On se parle mieux, plus profondément. Elle me raconte ses journées. Elle m'envoie des photos de la mer, du vent dans les cheveux. Elle a un regard que je ne lui connaissais pas. Un regard libéré. Et moi, j'ai recommencé à peindre, pas pour exposer, juste pour moi. Un jour, j'ai pris une toile blanche et sans réfléchir, j'ai peint une silhouette seule sur une piste de danse vide. Il n'y avait ni visage, ni couleur vive, juste une sensation, un abandon doux, comme si la solitude n'était plus une punition, mais une place retrouvée. Au printemps, j'ai reçu une lettre. Pas une lettre manuscrite, non, une impression soignée, un document notarié. Étienne, avant de mourir, avait fait une donation symbolique à Élise. Un compte d'épargne avec une somme modeste, mais aussi un petit carnet en cuir avec ses pensées, ses regrets, ses souvenirs. Élise me l'a montré. Elle ne l'a pas encore lu entièrement. Ce n'est pas pour aujourd'hui, m'a-t-elle dit, mais un jour, je le ferai, quand je saurai que lire ça ne réveillera plus la colère. Je n'ai pas insisté, chacun a son rythme pour guérir. Moi, j'ai mis 40 ans. Un soir, après un cours de yoga, une élève m'a demandé « Claire, si vous pouviez revivre une journée de votre vie, laquelle ce serait ?» J'ai souri. Et j'ai répondu sans hésiter le jour où j'ai décidé de ne plus attendre. Elle m'a regardée, surprise, et j'ai ajouté « On pense que l'amour, c'est attendre. Mais parfois, c'est partir, et parfois encore. C'est juste rester avec soi-même. Aujourd'hui, je vis seule, mais je ne suis plus solitaire. J'ai des amis, des souvenirs, des silences doux, des promenades lentes. Je n'écoute plus les chansons qui me faisaient mal, mais quand elles passent par hasard, je ne change plus de station, je laisse les notes venir et je les accueille, comme des vieilles amies qui ne font plus peur. Je n'ai jamais recroisé Étienne, évidemment, mais parfois, le soir, quand j'ouvre la fenêtre, j'imagine qu'il est là quelque part, pas loin, qu'il me regarde, assis sur un nuage, un livre à la main, et qu'il pense « Elle a bien fait, elle a continué ». Et moi, dans ma tête, je lui réponds « Oui, j'ai continué ». Et j'ai appris à marcher sans me retourner. Aujourd'hui, je veux dire ceci à quiconque m'écoute. Si vous portez en vous une douleur ancienne, un silence non dit, un adieu qui n'a jamais été prononcé, sachez ceci, il n'est jamais trop tard pour se libérer. Pas pour oublier, pas pour effacer, mais pour poser les armes et choisir la paix. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un, ou simplement réveillé un souvenir, laissez-moi vous dire une dernière chose. N'attendez pas 40 ans. Faites le pas. Vers vous-même, vers la vérité, vers la lumière. Un pas, puis un autre, toujours un peu plus loin. Parce que la vie, la vraie vie, commence là où l'on cesse d'avoir peur du passé.